La diffusion vient de démarrer. Tous les participants sont en mode écoute seul. Bonjour à tous et bienvenue au webinaire Covid-19 et immobilier d'entreprise, comment traverser la tempête. Je suis Gaëlle Jacquier et je vais administrer ce webinaire. Vous pouvez poser toutes vos questions grâce à l'encart qui est prévu à cet effet sur la droite de votre écran. La présentation va durer à peu près une demi-heure et à la suite, on répondra à toutes vos questions et réponses. La présentation est également enregistrée et on pourra vous la communiquer par la suite. Vous pourrez la revisionner tranquillement. Alors, nos intervenants de ce jour. Alors, je vous présente Albertino Dos Santos, le directeur du département Finances et Taxes. Bonjour Albertino. Bonjour Gaëlle, bonjour à tous. Et je vous présente également Pascal Louis-Marie, manager du département Finances et Taxes. Bonjour Pascal. Bonjour Gaëlle, bonjour à tous. Alors, au sommaire de ce webinaire, nous allons voir comment la crise sanitaire a bouleversé le monde du travail. Ensuite, on parlera de la mutation de l'immobilier d'entreprise, les solutions de sortie de crise, les mesures politiques et les solutions opérationnelles pendant et post-crise. Ensuite, quel plan d'action à mener? Et enfin, vos questions et réponses. Je vais maintenant laisser la parole à Albertino. Parfait. Merci beaucoup Gaëlle. Alors, pourquoi parler d'immobilier? Tout d'abord, parce que évidemment, c'est un poste très important. C'est le deuxième poste de dépense des entreprises après les salaires, l'énergie, les loyers et les charges locatives, les impôts et taxes, l'assurance, le facility management, l'entretien et la rénovation sont autant de coûts qui viennent grever vos dépenses et par conséquent impacter votre rentabilité. Mais avant d'envisager les solutions opérationnelles, faisons quelques constats rapides. Comment la crise sanitaire a-t-elle bouleversé le monde du travail? En moyenne, en octobre 2020, 46% des chefs d'entreprise dans les services déclarent que les mesures de protection sanitaire ont un effet négatif sur la productivité de leur entreprise. Ce chiffre monte à 56% dans le bâtiment. Pourquoi? Parce qu'évidemment, ces mesures de protection sanitaire ont eu un impact direct sur la réorganisation des locaux, sur l'augmentation des fréquences de nettoyage avec évidemment des frais accrus en fourniture et en personnel, l'adaptation des horaires et le roulement du personnel qui s'est avéré nécessaire, un temps supplémentaire pour accomplir des tâches et une perte des capacités d'accueil. Au contraire des entreprises de l'agroalimentaire ou de la pharmacie, elles sont moins touchées, sans doute parce que leur processus de production intégrait déjà des contraintes sanitaires fortes. En termes de réorganisation de l'activité, 32% des chefs d'entreprise dans les services déclarent que la réorganisation de l'activité a un effet défavorable sur la productivité de leur entreprise. Ce chiffre se monte même à 43% d'entre elles dans le bâtiment. En effet, dans le bâtiment, les mesures sanitaires se traduisent par des retards importants sur les chantiers et peuvent parfois conduire à revoir complètement leur organisation. Mais pour la plupart des entreprises, nous constatons un retard dans la production, des difficultés d'approvisionnement, des coûts en gestion des ressources humaines autour des négociations des accords de télétravail, de la mise à disposition de matériel adapté, de la gestion des absences, notamment lors du premier confinement autour de la garde d'enfants et des cas contacts, l'organisation des rendez-vous clients et bien évidemment le coût managérial qui consiste à redéfinir les nouvelles organisations et à gérer les absences. De manière générale, néanmoins, et de manière plutôt marginale, ces réorganisations sont parfois vues comme une opportunité d'optimisation des processus. En effet, l'ajustement des temps de travail ou des effectifs mobilisés
l'accélération des dématérialisations des processus et la mise en place ou le déploiement du télétravail ont été un facteur clé pour nombre d'entreprises. À propos de télétravail, il est intéressant de noter que il y a 4 ans, plus de la moitié des entreprises interrogées par la DARES, alors la DARES, c'est la Direction de l'animation, de la recherche, des études et des statistiques, affirmaient qu'il leur était impossible de mettre en œuvre le télétravail avant 2025-2026. Toutes ont dû néanmoins y avoir massivement recours. En effet, le 17 mars est venu sonner le glas des plus réticents et a provoqué une accélération de plus de 10 ans en l'espace de quelques mois. Alors évidemment, le télétravail est souvent réservé au personnel administratif. Il est jugé avoir des effets négatifs sur la productivité, principalement parce qu'il ralentit la circulation de l'information au sein des équipes. Les entreprises soulignent qu'il peut compliquer la communication ou diminue la réactivité du personnel avec des effets préjudiciables, en particulier dans le cas de projets ou travaux multidisciplinaires ou nécessitant une concertation des équipes. Et de surcroît, des problèmes de connexion ou d'accès aux outils sont parfois signalés. En effet, nombre de nos collaborateurs n'ont pas forcément accès à du très haut débit et par conséquent se voient pénalisés dans la réalisation de leurs tâches quotidiennes. Néanmoins, le télétravail a surtout permis d'assurer la continuité de l'activité et la sécurité des employés malgré les contraintes sanitaires. Alors, si ces bouleversements ont eu un impact direct sur l'entreprise, avant d'envisager des solutions opérationnelles, faisons quelques constats rapides. Le premier d'entre eux, c'est que 3/4 des entreprises envisagent à court et ou moyen terme une évolution de leur surface actuelle, en réduisant ou en réaménageant leurs espaces de travail. Pourquoi? Parce que 84% des cadres parisiens, par exemple, qui ont été interrogés pendant cette période de confinement, ont affirmé que la crise, ainsi que les autres événements de ce dernier mois, les grèves de transport, les gilets jaunes, ont renforcé leur volonté de quitter Paris. 32% d'entre eux recherchent même activement un poste ou ont demandé une mutation, selon une étude récente du site spécialisé Cadre Emploi. Parmi leurs principales attentes, on retrouve le souhait de subir moins de stress au quotidien, 75% d'entre eux, préserver leur vie personnelle, 62% d'entre eux, et sans surprise, la diminution des charges, 62% d'entre eux. Il est donc logique, cohérent de constater que ces 3/4 des entreprises aujourd'hui, au niveau de l'entreprise, donc, envisagent une évolution de leur surface et que près de la moitié d'entre elles estiment que leur aménagement n'est plus en adéquation avec leur stratégie. En termes d'impact financier, une étude récente réalisée par BNP Paribas Real Estate affirme que 65% des entreprises locataires veulent renégocier le loyer qu'elles payent. 60% entendent modifier leurs conditions de bail et elles sont même 40% à vouloir mettre fin à leur contrat actuel. Si le télétravail se développe, les entreprises vont-elles être tentées par le flex office pour optimiser l'occupation des bureaux, voire gagner en mètres carrés? En effet, venir au bureau pour être parqués les uns aux côtés des autres dans des bureaux individuels fermés n'a pas de sens. 77% de la population considère par ailleurs que cette crise sanitaire est l'occasion de mener une politique ambitieuse de transition écologique. Nous pouvons donner l'exemple de la climatisation de tout un bâtiment, surtout en cette époque de l'année, dont nombre de bureaux sont inoccupés, ou encore l'exemple des prestations multitechniques, telles que les ascenseurs. C'est pourquoi
de grands groupes, de très grands groupes, ont fait le choix de l'abandon de multisites pour un regroupement sur un seul site, peut-être plus petit en surface que ceux qu'ils occupaient auparavant, mais intégrant toutes ces nouvelles fonctionnalités et ces nouvelles formes de travail. Ce qui est sûr, c'est qu'il nous faut beaucoup d'humilité face à cette crise. Comme le rappelle Daniel Chéniaud, le directeur régional de CBRE numéro 1 mondial du conseil en immobilier d'entreprise, nous devons nous montrer prudents avant de tirer de grands enseignements. Il faut donc avoir beaucoup d'humilité si nous voulons analyser ce qui s'est passé, car nous sommes encore en plein dedans. De ce fait, il ne faut pas tirer de conclusions trop hâtives sur la manière suivant laquelle le marché va réagir. Face à cette crise et à cette incertitude, des mesures politiques ont été prises. Pascal, peut-être peux-tu nous en toucher 2 mots? Oui, bien sûr, Albertino. Alors, bon, cet écran, juste pour simplement pour replanter le décor d'un contexte politique que vous connaissez tous, hein, avec des efforts parmi les plus importants constatés en Europe, avec une politique conjoncturelle qui a été bien ciblée, avec le chômage partiel, des prêts garantis par l'État, des exonérations, etc. Donc dans ce contexte de crise du coronavirus, mais avec un revers de médaille, puisque ces mesures ont aussi et surtout aidé des entreprises petites, peu capitalistiques et peu productives dès avant la crise. Le risque pour l'État serait donc aujourd'hui de tenir à bout de bras des entreprises peu efficaces et endettées, qu'on pourrait qualifier, ou en tout cas que les économistes d'entreprise, pourraient qualifier d'entreprises zombies, et ce qui pourrait avoir comme effet d'entraver la croissance économique à long terme et empêcher un mouvement permanent de destruction créatrice dans l'économie française et le moteur de l'innovation. Donc, il y a eu un plan de relance, comme vous le savez, qui rééquilibre un peu les choses, avec une politique qui est davantage à long terme et qui est tournée vers le soutien de l'offre, c'est-à-dire aux conditions de production des entreprises. L'Institut des politiques publiques a étudié ces effets, les effets de la baisse des impôts de production pour 10 milliards d'euros par an. Mais a aussi mis en exergue une mesure prévue de longue date, hors France Relance, à savoir la baisse de l'impôt sur les sociétés l'année prochaine. Et l'analyse des bénéficiaires montre que ces baisses d'impôts ne ciblent pas particulièrement les entreprises les plus touchées par la crise. Donc, ce sont des données qui montrent qu'elles se concentreront fortement sur l'industrie et les grandes entreprises sans pour autant bénéficier davantage aux entreprises très productives et efficaces. Donc, on pourrait dire que c'est un constat en demi-teinte. Donc, avec d'un côté le ciblage de l'industrie qui est conforme à la volonté du gouvernement de concentrer la préparation de l'avenir sur le Made in France, mais de l'autre, beaucoup d'économistes estiment que la violence du choc est telle que l'argent consacré à la baisse des impôts de production ou à celle de l'impôt sur les sociétés pourrait être utilisé différemment pour se concentrer sur les entreprises les plus frappées par des mesures de restriction sanitaire afin d'éviter des faillites. Donc, c'est un constat, un bilan assez contrasté. C'est un plan de relance qui, dans son ensemble, symbolise d'ailleurs une dualité d'objectifs entre l'atténuation de la crise à court terme et le soutien économique à plus long terme, avec un tiers des mesures de demande, à savoir l'investissement public dans la rénovation thermique des bâtiments, les mobilités vertes, des véhicules propres ou soutien aux ménages et hausse de budget des agences régionales de santé, et 2 tiers considérés comme des mesures d'offre, à savoir une baisse des impôts de production, investissement dans l'innovation via le 4e plan d'investissement d'avenir, ou les mesures centrées sur le renforcement des compétences des actifs. Donc, on dira que le plan de relance du gouvernement prend le risque de courir 2 lièvres à la fois, et c'est un peu le paradoxe de cette relance structurelle. Voilà pour ce zoom sur la politique conjoncturelle. Merci Pascal. Au-delà de ces mesures conjoncturelles, quels sont les leviers de performance
opérationnel permettant d'aider les entreprises à réduire l'impact de cette crise sanitaire sur son coût immobilier. Les leviers de performance immobilière opérationnelle existent. Ils sont conjoncturels et ou structurels. Et nous avons fait le choix de vous en présenter quelques-uns autour de la stratégie immobilière, puis de la rentabilité immobilière. Commençons par la stratégie immobilière. Un premier exemple consiste à vous expliquer ce qui a pu être mené, réalisé en matière de fiscalité de l'urbanisme. Alors la fiscalité de l'urbanisme, c'est une fiscalité qui est adossée à un permis de construire. Dès que vous déposez un permis de construire, vous êtes redevable d'une taxe, de plusieurs taxes d'ailleurs, de taxes d'aménagement, notamment, que nombre d'entre nous ont connu sous le nom de taxe locale d'équipement, et de redevance d'archéologie préventive. Il est possible de l'optimiser. Ainsi, pour un ensemble immobilier à usage de logement, nous avons collecté les documents qui étaient nécessaires à la compréhension de ces taxes, la demande de permis de construire, les titres de perception et les plans. Nous avons analysé les taxes d'aménagement et la redevance d'archéologie préventive et analysé les différentes affectations au sein de l'immeuble et surtout la juste application des exonérations à abattement. Et nous sommes aperçus que effectivement ces exonérations et ces abattements n'étaient pas bien appliqués, ce qui a permis de solliciter des dégrèvements et d'obtenir ainsi 600 000 € d'économie globale qui représentait 34% des taxes remboursées. Un autre exemple va vous être donné par Pascal. Alors oui, en effet, un autre exemple pour une des opérations très, très cruciales dans le cycle de l'immobilier, je dirais, hein, donc à savoir la restructuration lourde d'un immeuble auquel sont confrontés beaucoup de gros acteurs. Alors, donc dans cet exemple, on vous met en évidence un plan d'anticipation qui a prévu une estimation budgétaire visant à maîtriser le coût fiscal pour cette grosse foncière et qui a permis d'économiser sur la période de restructuration, à savoir 3 années, près de 2 millions d'euros d'économie. Donc le contexte, hein, donc une valorisation qui a pour but de valoriser le patrimoine de cette foncière, en l'occurrence pour un immeuble parisien de 12 000 m². Donc il s'agit ici en termes d'anticipation, de prévoir un accompagnement déclaratif et d'estimer les taxes futures après restructuration, qu'il s'agisse de taxes foncières et de taxes sur les bureaux, à la livraison de l'immeuble. Les différents leviers d'optimisation sont les suivants. Donc là, alors, on va dire que pour mettre en œuvre l'optimisation, il a fallu, dans un premier temps, garantir qu'il n'y avait pas de risque à intervenir. Donc, il s'agissait de bien mettre à plat les bases d'imposition avant l'opération de restructuration. Ensuite, d'étudier les abattements auxquels cet immeuble serait éligible, les abattements dont il pourrait bénéficier. Mettre à plat l'imposition via des déclarations modèle 6660 REV pour porter les nouvelles surfaces à la connaissance de l'administration et ensuite se projeter en estimant le montant des futures taxes. Alors, il s'agit souvent des mêmes facteurs clés de succès, hein. Donc un maximum de veille et un maximum de documents pour étayer la proposition d'optimisation. Dans le cas d'espèce, donc on a fait intervenir un huissier pour un constat au 1er janvier de l'année suivant le démarrage des travaux de restructuration, un constat étayé de photos datées qui permettent de mettre l'administration en parfaite connaissance et en parfaite confiance quant à l'état des travaux.
Et puis, surtout, un dépôt de réclamation avant la période classique de mise à jour des bases d'imposition par l'administration fiscale, qui est aux alentours du printemps. Donc, les déclarations ont été, dans ce cas précis, portées avant avril, pour que l'économie puisse être constatée l'année même, lors de la sortie des taxes foncières aux alentours du mois de septembre. Aussi pour ce cas. Merci Pascal. Un autre cas, nous parlions tout à l'heure de sociétés qui faisaient le choix d'abandonner certains sites pour les recentrer sur un site principal. Vous avez d'autres sociétés qui peuvent tout à fait envisager le cas d'une démolition ou d'une restructuration lourde pour revoir les surfaces qu'ils occupent. Et nous avons fait le choix de vous présenter ce cas qui est particulièrement intéressant, qui concerne la réhabilitation d'un très grand bâtiment hospitalier, mais qui finalement est applicable à tout type de bâtiment. En effet, lors de la démolition ou de la restructuration lourde d'un bâtiment industriel ou commercial, si l'intégralité du bâtiment n'est pas complètement amortie, cela impacte pour le cédant directement l'exercice de l'année de la cession ou de la démolition, de la destruction. Certains immeubles sont amortis sur 50 ou 60 ans. Du coup, ce qui n'a pas été amorti doit être write-offé, c'est-à-dire sorti d'un seul tenant, ce qui est financièrement très impactant si cela n'a pas été anticipé. C'est pourquoi il faut intervenir en amont pour identifier les lignes du fichier des immobilisations concernées afin de permettre à la direction financière de l'entreprise de provisionner et étaler ce coût par des amortissements accélérés. C'est ce qui a pu être réalisé sur ce grand bâtiment établissement hospitalier. Donc, grâce à notre intervention, nous avons réalisé et analysé 25 000 lignes d'immobilisation et cela a permis de lisser l'impact financier qui était de 3 millions d'euros sur les 5 années à venir plutôt que de les constater en un seul tenant. D'autres exemples peuvent vous être donnés en matière de rentabilité immobilière, à commencer par cet exemple. Alors, il est un peu dense, mais je propose de ne pas forcément vous y attarder. Ce qui est intéressant dans cette étude de cas, c'est que c'est un groupe international de prêt-à-porter qui nous a demandé d'intervenir sur ces points de vente dans 60 centres commerciaux, pas ceux qui étaient en pied d'immeuble, hein, juste ceux qui étaient en centre commercial, afin d'élaborer un outil d'aide à la décision à destination du comité exécutif pour l'amélioration de la performance de son activité immobilière et la définition du plan stratégique. Nous avons aidé ce comité exécutif à construire un tableau de bord et des KPI personnalisés sur un périmètre de 90 points de vente dans 11 pays européens, ce qui a permis à l'entreprise de réaliser 500 000 euros d'économie annuelle globale et pérenne. Pascal, peut-être peux-tu nous présenter ce cas très intéressant de changement de méthode d'évaluation, notamment dans le cadre du plan de relance de Jean Castex, qui prévoit la diminution des impôts de production et qui du coup posera interrogation en 2021. Donc effectivement, c'est un cas d'espèce très significatif de la complexité des arbitrages que l'on peut faire entre des locaux dits à vocation commerciale et des locaux dits industriels, donc qui sont régis par des méthodes d'évaluation qui leur sont propres. Donc, sur ce cas d'espèce, il s'agit d'un local dont l'étude a été confiée pour obtenir des leviers d'économie et via la remise en cause de la méthode d'évaluation comptable. Donc, il s'agit dans un premier temps, il s'agissait de vérifier qu'il n'y avait pas de risque de passer de la méthode d'évaluation dite commerciale par le principe de la comparaison et de la grille tarifaire à une méthode d'évaluation dite comptable, sachant que c'est le poids des immobilisations et la prépondérance de celle-ci dans le déploiement d'activités qui détermine le passage d'une méthode à l'autre.
Donc, en l'espèce, il a été jugé pertinent de passer de la méthode comptable à celle de l'évaluation par grille tarifaire et comparaison en intégrant la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, à laquelle les locaux dits industriels ne sont pas soumis. Et cette proposition retenue par l'administration fiscale a permis d'économiser 1,9 million sur la période de 3 ans, ce qui correspond à 54% de la baisse de la taxe foncière. Ça a impliqué une visite sur place avec l'évaluateur de l'administration fiscale et bien entendu une confiance de la part des redevables sur les propositions soumises à l'administration. Encore une fois, s'agissant d'une balance très fine à faire dans un contexte où les mesures de soutien de l'économie on va dire, peuvent décupler les risques ou les avantages à passer d'une méthode à l'autre. Exactement. Merci beaucoup, Pascal. Peut-être ça fera pas l'objet de vos questions à la fin. C'est un sujet qui, à mon avis, sera particulièrement intéressant à analyser en 2021. Pour terminer ces quelques exemples, je vous propose un exemple en matière de facility management qui portait sur une mission réalisée pour le propriétaire d'un ensemble immobilier près de la Porte Maillot. L'objectif était de réduire les charges tout en maintenant un niveau de service répondant aux besoins des occupants. Là encore, après une cartographie complète des familles d'achat, excusez-moi, j'ai été trop vite, je suis pas sur le bon business case. Excusez-moi, je vous prie de bien vouloir m'excuser. Là, on parle des cas d'assurance. C'est le cas suivant que j'étais en train de vous présenter. Le cas que je vous présente là, c'est le cas qui est relatif à une analyse de contrat d'assurance pour un bureau d'études et d'ingénierie, qui lui aussi est particulièrement intéressant et qui a permis à l'entreprise, suite à une très importante, d'harmoniser par le haut les conditions de garantie. Alors évidemment, l'objectif c'est pas de perdre ces conditions de garantie. L'objectif c'est d'améliorer celles-ci et notamment par un déplafonnement des sous-limites, avec à la clé et suite à un appel d'offres de courtiers et de compagnies d'assurance, une réduction tarifaire de 32%. Donc voilà, ça c'est un exemple très concret en matière d'assurance, qui est très parlant. Et celui que je commentais, et je vous prie bien vouloir m'excuser, qui est un exemple en matière de facility management, pour en terminer. Qui a été réalisé donc pour un propriétaire d'un ensemble immobilier près de la Porte Maillot, dont l'objectif était de réduire les charges tout en maintenant un niveau de service répondant aux besoins des occupants. Là encore, une cartographie complète des familles d'achat et un benchmark, l'aide de notre benchmark a pu être réalisé afin d'identifier les leviers qui ne dégradaient pas la qualité de service attendue par les occupants, tout en lui permettant de générer plus de 25% d'économies pérennes. Alors, si les exemples que nous venons de vous exposer, Pascal et moi, ont été, je l'espère, intéressants, il y en a bien d'autres que nous n'avons pas pu vous présenter. Aussi, comment faire pour vous? Quel sujet adresser? Quel sujet prioriser? Et par quels moyens? C'est l'ambition de ces derniers slides. Le premier d'entre eux, on vient de le voir, donc il y a de nombreux sujets, d'autres que nous n'avons pas pu forcément développer, je pense notamment en matière d'énergie. Le premier, donc la solution la plus simple que nous vous préconisons, surtout en cette période où toute charge de travail supplémentaire est devenue source de tension, c'est tout simplement d'identifier, grâce à la communication de la balance des comptes de charges et de produits, des comptes de classe 6 et 7, de réaliser un diag flash grâce à l'aide de nos consultants experts et de notre benchmark unique acquis au long de nos 34 années d'expérience dans la performance des entreprises, pour pouvoir identifier le ou les leviers prioritaires, ceux qu'il est urgent d'appliquer, ceux qu'il est urgent d'aller activer. Nous avons aussi fait le choix de vous présenter un outil de pilotage de votre fiscalité locale, car celle-ci reprend de plus en plus d'essor et grève votre rentabilité immobilière. Pascal, je te cède la parole. Merci Albertino. Donc en effet,
Je vous présente ici un exemple d'application et donc un outil de monitoring et de pilotage de missions que nous mettons au service de nos entreprises clientes. Il s'agit donc d'un outil de mapping, de cartographie des leviers d'optimisation ou des leviers de risque, s'agissant d'une cartographie interactive et connectée en temps réel à l'expertise des lignes et en lien direct avec le benchmark que nous sommes en mesure de proposer au marché. Donc, qui permet une vision en temps réel, comme je vous le disais, pour tout type de taxes et contributions et autres charges liées au parc immobilier. Donc, c'est une solution de pilotage qui évolue dans le strict respect des évolutions fiscales et des obligations déclaratives, qui a aussi vocation de servir d'outil optimisé de centralisation de données. Ce qui est important de savoir, c'est que il permet aux redevables d'avoir à n'importe quel moment de l'année une vision claire et précise des gisements d'économie et des zones de risque avec tous les verbatims requis pour lui permettre d'interpréter de la meilleure manière possible la situation et d'avoir un appel à action. Voilà ce qu'on va pouvoir voir sur la slide suivante. Voilà comment Aiming Mapping App, donc EMMA, se dispose. Donc vous avez, comme tout outil de pilotage, une timeline qui permet aux redevables ou gestionnaires d'avoir les phases clés sur la mission tout au long de l'année en temps réel, avec l'anticipation des temps d'échange sur tous les sujets intégrés dans cette application, et puis bien entendu un certain nombre de deadlines. Comme je vous le disais, un pavé, ce que vous voyez en bas de cette page, un pavé d'appel à action. Sur le volant gauche de cette application, un certain nombre de boutons qui permettent d'avoir accès aux détails des datas alphanumériques délivrées par nos experts. Et puis, en bas à droite, c'est un tableau de bord dynamique sur lequel je vous propose de nous rendre tout de suite, qui permet de manière visuelle, très visuelle et cartographiée, au moyen de filtres que vous voyez disposés sur le haut de cet écran, de parcourir l'ensemble du parc immobilier en fonction des thématiques, des taxes, en fonction des millésimes, c'est-à-dire de toutes les années au sujet desquelles nous souhaitons avoir un regard, et bien entendu en fonction du statut, du stade qui a été, on va dire, flagué et déterminé par les experts d'Aiming, qu'il s'agisse de pistes d'économie détectées, de risques, d'études à poursuivre, de sites en cours d'instruction par l'administration fiscale. Et tout est observable. Il est possible de tout observer par tout type d'entrée, qu'il s'agisse d'une entrée par le site, par le propriétaire, par la zone, puisque l'application permet d'entrer directement sur une zone et d'observer tous les tenants, les aboutissants et tous les sites en fonction du statut qui leur est rattaché. Et puis sur la partie inférieure de cette vue, vous voyez apparaître un certain nombre d'histogrammes qui permet en temps réel, encore une fois, d'avoir la vision claire de chacun des statuts, des stades, ainsi que les montants rattachés et les économies mises en évidence par nos équipes. Il s'agit d'un dashboard dynamique qui fait office d'outil d'anticipation. Voilà, c'est un exemple sur lequel on vous proposera si vous jugez utile, et l'expérience de l'année passée indique beaucoup de nos, je dirais même que l'essentiel et la majorité de nos clients ont accéléré la performance de l'examen qu'ils avaient sur le bien fondé de leurs taxes grâce à cet outil. Je laisse la parole à Albertino pour en termes de prolongement.
Merci Pascal. Donc, comment se projeter? Les difficultés que vous rencontrez pour effectuer des prévisions dans ce contexte d'incertitude quotidienne est partagé de tous. Probablement que certains d'entre vous souriront à l'évocation de termes tels que big data ou encore data scientist. Néanmoins, à l'image de ce que nous venons de voir, face à l'incertitude, l'humilité s'impose certes, mais c'est aussi l'alliance de l'homme et de son talent créatif et de l'analyse et de la machine qui sont intéressants dans la mesure où ils peuvent conjointement assurer une prédictibilité et le machine learning et la prédictibilité deviennent alors une réalité. Je donne un exemple très concret au-delà des quelques chiffres que vous pouvez voir ici, issus d'une enquête de PwC. Chez Hemming, nous avons travaillé sur la prédictibilité de la récupération de la TVA étrangère. Comme nombre d'entre vous le savent très certainement, la TVA étrangère dépend des délais de remboursement des différentes administrations. Et selon que vous souhaitez récupérer de la TVA en Allemagne, en Italie ou en Espagne, vous allez avoir des délais totalement différents. Là encore, fort de notre benchmark, nous avons fait travailler nos data scientists de manière à nous projeter, avoir une estimation du délai pendant lequel l'administration locale va mettre pour rembourser les différents contribuables, les différentes entreprises. Alors évidemment, ça reste de la prédictibilité, donc source d'erreur, mais cela donne une tendance, cela donne une indication et cela aide ainsi à cette prévision, à cette projection. Voilà. Et donc, selon cette enquête de PwC, si la dématérialisation reste un chantier important et prioritaire, le recours à la robotisation et l'automatisation de certaines tâches, l'exemple du pilotage de clôture, deviennent des enjeux majeurs. Ainsi, 55% des directeurs financiers interrogés plébiscitaient la robotisation des transactions, du reporting et des opérations de clôture. Voilà, nous en avons terminé avec ces exemples. Gaëlle, je te repasse la main. Oui, merci Albertino, merci Pascal pour cette présentation. Nous allons passer maintenant à la phase de questions-réponses, donc n'hésitez pas à poser toutes vos questions via l'onglet questions. Alors une première question assez générique, est-ce qu'il y a des mesures particulières à mener d'ici la fin d'année? Alors, bien évidemment, il y a des mesures à mener jusqu'à la fin de l'année parce que, par exemple, en matière de fiscalité, la prescription au 31 décembre vient sonner le glas des éventuelles contestations de certaines taxes. Prenons l'exemple de la taxe foncière 2019 ou de la cotisation foncière des entreprises 2019 qui se prescrivent au 31 décembre 2020, mais ce sont des délais que j'ai envie de qualifier de classiques, hein, de naturels. Tous les ans, nous avons cette prescription. Au-delà de cette prescription structurelle, je peux aussi citer des prescriptions conjoncturelles qui obéissent à certains leviers d'économie dont nous n'avons pas pu parler au cours de ces slides, mais je peux prendre l'un d'entre eux qui est la taxe pour enlèvement des ordures ménagères. Sur certaines agglomérations, il est possible de contester la taxe pour enlèvement des ordures ménagères qui, pour rappel, pour mémoire, est une composante de la taxe foncière. Et cette taxe pour enlèvement des ordures ménagères donc, est contestable dans son intégralité pour certaines agglomérations. Et si certaines agglomérations ont accordé les dégrèvements en 2018, donc de taxes en 2018, elles commencent à le faire pour 2019, mais elles ont aussi changé leur méthodologie de calcul au titre de l'imposition 2020, et donc il ne sera plus possible de contester l'année 2020. Donc, si nous souhaitons contester 2019, il faut le faire avant le 31 décembre 2020, et l'année prochaine, il ne sera plus possible de le faire. C'est un exemple de contestation conjoncturelle qu'il faut aussi mener. Merci beaucoup. Une autre question
Concernant la baisse des impôts de production, le taux de la taxe additionnelle à la CVAE affectée au CCI est doublé. En ce qui concerne la CF et la TF, existe-t-il une mesure équivalente? Alors, je n'ai pas la certitude, je ne veux pas vous dire de bêtises. Par contre, ce qui est à noter, c'est que dans le cadre de cette baisse des impôts de production, la taxe foncière industrielle va diminuer, va être fortement impactée l'année prochaine, de même que la CVAE en tant que telle, et le plafonnement à la valeur ajoutée. Alors, pourquoi c'est important et pourquoi c'est intéressant dans le cadre de cette question, c'est que il va y avoir des arbitrages à mener parce que, comme vous le savez, l'administration fiscale a eu tendance, pendant nombre d'années, à requalifier des établissements commerciaux en établissements industriels. Bien souvent, cela représentait une multiplication par 2, voire par 3 de la taxe. Dans la mesure où l'impôt industriel va être revu à la baisse, il est fort possible que l'administration fiscale revienne sur ses pas, revienne sur cette analyse et une tendance naturelle à vouloir requalifier les établissements industriels en établissements commerciaux. Surtout que la révision des valeurs locatives foncières qui a eu lieu en 2017 a prévu tout un lissage jusqu'en 2025, mais qui donc va crescendo pour celles qui sont perdantes dans le cadre de cette révision, et en 2025 paieront beaucoup de taxes foncières commerciales au regard de ce qu'elles acquittaient avant 2017, beaucoup plus. Donc il y aura un vrai arbitrage, il y aura une véritable interrogation, une véritable réflexion à mener sur les impositions de manière à savoir si la taxe foncière 2021 est bien imposée selon la bonne méthodologie et est-ce qu'il n'est pas possible justement de bénéficier de cette baisse des impôts de production souhaitée par Jean Castex dans le cadre de ce plan de relance et de basculer l'établissement en établissement industriel pour peut-être gagner un niveau de taxe pendant plusieurs années et en tout cas jusqu'à ce qu'il y ait une nouvelle évolution réglementaire ou législative. Merci beaucoup. Y a-t-il d'autres questions apparentes? Pour l'instant, non. Eh bien, je vous remercie beaucoup pour la qualité de votre intervention et je vous remercie à tous d'avoir été nombreux à participer à ce webinaire. Et je vous souhaite une bonne journée. À très bientôt, merci. Merci beaucoup.